Nous sommes des opportunistes, dans le bon sens du terme. J'ai été élevé avec une phrase « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Moi, je n'ai rien inventé, ça vient de très loin. On a toujours été prêts à saisir toute occasion, toute opportunité d'améliorer notre existence. Et c'est là où je suis plus du tout d'accord avec les quelques personnes qui ont de l'argent sur la planète. Ils consacrent assez peu finalement au bien social, au bien public. Nous, on n'a jamais compté. Si on a compté, en tout cas, on a été large. On lui sert un verre de vin. Il le goûte. Et là, c'est une révélation. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez servi? Et c'est un invité qui lui a apporté une bouteille comme ça. C'était Château Lafite. Et là, il n'a jamais goûté quelque chose de meilleur. Le secret fait partie de l'ADN de la famille. Et même moi, j'en arrête une partie. On peut pas tout dire. Je suis pas né pour les chiffres, moi. Je suis un créatif. J'invente des concepts, ça m'amuse. Mais j'ai été stagiaire dans 2 banques. Qui d'ailleurs n'existe plus, je me demande si c'est pas un tout petit peu à cause de moi. Mon nom est bien plus grand que moi. Ok, je ne manque de rien, mais il faut que je travaille, je ne suis pas rentier et je n'ai même pas les moyens de l'être. Rothschild, un nom qui ne laisse personne indifférent. Associé au pouvoir de l'argent, il alimente croyances et légendes et sa puissance évocatrice reste intacte après près de 3 siècles d'héritage. La rumeur principale tourne autour d'un pouvoir occulte et d'une fortune faite par les guerres. En réalité, la vraie histoire des Rothschild est encore plus folle. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Élie de Rothschild. Bonjour Élie. Bonjour. Élie, vous êtes un Rothschild original. J'espère que vous me permettrez cette expression. En effet, vous n'avez jamais travaillé dans la banque. À proprement parler, vous n'êtes donc pas un banquier. Au contraire, vous aimez vous définir comme un essayiste ou un occasionniste qui saisit chaque opportunité, souvent provoquée par des rencontres. Élie, dans votre vie, vous avez été à la fois DJ, acteur, chanteur, metteur en scène, meneur de revues, directeur de cabaret, théâtre, nightclub et restaurant. Cela fait beaucoup de choses. Vous produisez aussi votre propre vin depuis quelques années et vous êtes l'auteur d'un livre sur votre famille qui s'appelle Le secret des Rothschild, dont on va parler dans ce podcast. Un grand merci, Élie, d'avoir accepté notre invitation pour partager cette histoire, votre histoire dans le Career Insights, le podcast de Training You. Alors, j'attaque avec la première partie consacrée à l'histoire de la dynastie des Rothschild. Dans votre livre intitulé Le secret des Rothschild, vous racontez cette histoire. Pourquoi avoir voulu lever le voile sur cet héritage? Alors, c'est pas une idée de moi. J'ai rencontré un producteur, il avait flashé sur moi, et le lendemain, il m'a appelé à 9h du matin pour me dire qu'il avait pensé à moi toute la nuit. Alors, ça commençait bien mal. C'était pas cet effet que j'escomptais au départ. Il m'a posé cette question. Est-ce que tu serais capable d'écrire l'histoire de ta famille? Ce à quoi j'ai répondu oui. Et puis j'ai commencé à écrire. Et puis au fur et à mesure, ça a pris des proportions. Et puis cette personne m'a un peu déçu parce elle était pas super digne de confiance. Mais j'avais commencé à écrire, donc j'ai continué. Et puis ensuite, c'est devenu un livre. Et ça a donné ce livre, Le secret des Rothschild. Rothschild, c'est un nom qui est connu dans le monde entier. Mais Croyez? l'histoire, je pense, oui. Mais l'histoire, derrière ce nom, elle l'est moins. Si vous deviez la raconter en quelques phrases, vous diriez quoi? Nous sommes des opportunistes, dans le bon sens du terme. J'ai été élevé avec une phrase « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Et moi, je n'ai rien inventé. Ça vient de très loin. On a toujours été prêts à saisir toute occasion, toute opportunité d'améliorer notre existence. Et c'est ça qui a fait qu'on est devenu une famille qui s'est bagarrée au départ pour sortir du ghetto, où on était emprisonnés, et qui, peu à peu, à force de bonnes idées, d'esprit d'aventure, c'est vrai qu'on n'a pas peur de grand-chose, mais on a pris des risques, et ça a fonctionné. Pas que, hein, il y a eu des moments durs, mais à la fin du compte, on a tout à gagner à prendre des risques. Je ne sais plus qui disait, quand tu ne prends pas de risques, tu en prends encore plus. Élie, l'histoire des Rothschild, elle commence avec Mayer Amschel, dans le ghetto de Francfort. Et parti de rien, juif parfois martyrisé dans le ghetto de Francfort, il a fondé une dynastie, l'une des plus célèbres de l'histoire de l'humanité, et qui existe encore 3 siècles après. Comment on est passé de presque rien au sommet? Alors, en saisissant toutes les opportunités.
et avec un tout petit peu d'intelligence. Mais pas que, il y a aussi de la chance. On est à Francfort, on est le centre de toutes les guerres napoléoniennes, avec les Français d'un côté, entourés par des champs de bataille tout autour, les Français qui se battent contre les Autrichiens, contre les Russes, contre les Prussiens, et ensuite contre les Anglais même. C'est sur concours de circonstances. Les armées saisissaient les convois de marchandises. Nous étions des commerçants, nous avons donc été obligés de nous adapter à la réalité de la guerre. On est devenus des contrebandiers. On a vendu à manger aux populations et on a vendu des produits manufacturés. Et peu à peu, on s'est rapproché des seigneurs qui faisaient la guerre. On a essayé de leur rendre service, pas par amour de la guerre, mais parce qu'il fallait bien survivre. Et pour survivre, vaut mieux être le pote du puissant qu'autre chose. Et petit à petit, on a rendu de plus en plus de services. Lesquels, du coup? On a servi de prête-nom à ceux qui voulaient se cacher des règles catholiques très strictes, notamment en prêtant de l'argent avec des intérêts. Alors, les catholiques interdisaient le prêt d'argent avec intérêt. Mais Guillaume de Hesse-Kassel, le seigneur de l'époque, adorait l'argent. Et lui, il voulait prêter à ses cousins, les nobles des autres pays, de Suède, du Nord. Il voulait leur prêter de l'argent en prenant des intérêts. Mais il pouvait pas, puisque les catholiques l'interdisaient. Donc, il a proposé à Meyer Amschel de devenir son prête-nom, puisque seuls les juifs avaient le droit de prêter avec intérêt. Puisque les intérêts, c'est l'argent c'est mal, c'est le mal, le malin, quoi. On place donc les juifs en première ligne face au diable comme chair à canon. Et bien qu'ils ne puissent pas quitter le ghetto, tout le monde vient à eux pour échanger de l'argent. On faisait du change. On était très fort là-dedans, car c'est la seule chose qu'on avait le droit de faire. Et en servant de prête-nom au Seigneur, qui pouvait ainsi dépouiller ses propres cousins en passant par Meyer Amschel Rothschild, peu à peu, on est devenu l'ami des puissants, qui nous ont octroyé des privilèges, comme celui de pouvoir quitter le ghetto à toute heure, d'avoir des laissez-passer. Et peu à peu, on a commencé à développer le commerce, en usant également des guerres napoléoniennes. Ensuite, on a envoyé Nathan en Angleterre, et lui-même faisait fabriquer des produits, et il les passait en fraude dans tous les pays d'Europe. Et petit à petit, comme ça, on a engrangé les profits. Et comme on ne pouvait pas les cacher, ces profits, parce que quand vous cachez l'argent au coffre, évidemment, vous prenez le risque d'être cambriolé, on s'est dit que le meilleur moyen de protéger ces profits, c'était de les prêter. En faisant ça, on éliminait le risque de tout perdre. Et donc, on a commencé à prêter de l'argent à Guillaume, le seigneur, qui lui-même prêtait à ses cousins, les nobles. Mais comme il est parti en fuite car Napoléon voulait sa peau, là je vous la fais courte, on a été recouvrer l'argent pour le prince. Et en recouvrant l'argent auprès des gouvernements à qui il avait prêté, on a commencé à prêter notre propre argent à ces mêmes gouvernements. Et petit à petit, comme ça, on a engrangé d'abord beaucoup d'argent du marché noir et ensuite beaucoup d'argent des gouvernements eux-mêmes qui, bizarrement, nous couraient après sur les routes en tant que contrebandiers. Mais jamais ils ne surent d'où provenait l'argent qu'on leur prêtait. Et c'est ça le coup de génie, s'il y en a un. Hein, gagner de l'argent en contravention avec la loi, et cet argent, ses profits, le reprêter à ceux-mêmes qui nous couraient après sur les routes. Tout vient de là. Et ensuite, après, quand les guerres furent finies, on s'est installé, on avait les poches pleines, et on a travaillé comme banquier, car quand on a beaucoup d'argent à cette époque, on est forcément banquier. Et on a chacun, dans nos pays respectifs, installé une officine et essayé de participer à la progression du genre humain et à la progression des sociétés, notamment en finançant les nouveaux projets. Il fallait financer le chemin de fer, par exemple, et tout un tas de nouvelles inventions qu'on était en possibilité de pouvoir financer et sponsoriser. Et Meyer Amschel, il va avoir plusieurs fils, 5 frères qui vont aller dans 5 pays différents pour
fondé 5 branches de la banque Rothschild. Est-ce qu'on peut dire, Elie, que la banque Rothschild est la première multinationale de l'histoire? Oui, en tout cas l'une des premières. Il faut savoir qu'à l'époque, chaque pays avait ses banques et il n'y avait aucune corrélation entre les différents pays. C'était la première fois, il me semble, que 5 éléments d'une même famille allaient s'installer dans 5 pays différents, mais pas par esprit d'ambition. Non, pas du tout. On nous a dit qu'on avait déjà l'ambition de contrôler le monde, pas du tout. Il faut savoir qu'il y avait la guerre à Francfort à cette époque-là. C'était le centre de l'Europe, le centre de toutes les guerres napoléoniennes. Et on ne savait pas à quel moment, en tout cas les Juifs ne savaient pas à quel moment, ils allaient être mangés tout crus. Donc Meir Amschel a eu l'intelligence d'envoyer ses 5 fils dans 5 pays différents, tout simplement pour créer un refuge au cas où la guerre arriverait dans un pays ou un autre. C'était ça l'idée de général. Et puis en plus, c'est vrai qu'on avait une certaine habilitation pour l'argent. Il fallait développer le commerce, alors on l'a fait, évidemment. Alors ces 5 pays, on les rappelle, hein, c'était bon évidemment Francfort avec l'Allemagne, et puis il y a eu Londres au Royaume-Uni, Paris en France, Vienne en Autriche et Naples en Italie. Et c'était les 5 pays de cette multinationale Rothschild au départ. On dit, Elie, que votre famille a financé des guerres, des États, des empires. Si vous deviez citer une décision prise par votre famille qui a marqué l'histoire, cela serait laquelle? On n'a pas financé des guerres. On a financé des États qui se faisaient la guerre. Il y a une petite nuance très importante. Pour ceux qui pensent qu'on a fait fortune sur le dos des morts de la guerre, je répondrai la chose suivante. Dans tous les contrats de prêt aux différents États, il y avait une clause de remboursement anticipé en cas de guerre, justement parce qu'on a tout fait pour éviter la guerre. Mais quand les États se font la guerre et qu'on fait partie d'un État, on se doit de participer. Tout le monde, au moyen des impôts, et nous, on était riches. Et évidemment que le pouvoir en question dans chaque État nous demandait de lui donner un coup de main, ce qu'on a fait. Mais il faut savoir que la guerre n'aide pas les affaires, bien qu'on l'ait dit souvent. Au contraire, on fait beaucoup mieux, on gagne beaucoup plus d'argent et on se développe beaucoup plus en temps de paix. Donc penser qu'on a fait fortune sur la guerre, c'est un non-sens. Dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, Elie, j'aimerais vous en parler, c'est les mariages entre les Rothschild. C'est assez peu commun. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces histoires? À cette époque, Meir Amschel avait 10 enfants. 5 garçons, 5 filles. Les garçons étaient sur les routes pour sans cesse aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires. Quant aux filles, elles restaient à la maison et elles tenaient les livres de compte. Elles faisaient toute la comptabilité. Aujourd'hui, on appellerait ça le back-office. Quand il a fait son testament et quand il a dû transmettre la société, il a considéré que les filles n'auraient rien. Mais pour quelle raison? Tout simplement parce qu'à cette époque, les femmes perdaient tout au profit de leur mari. Ne sachant pas qui elles allaient épouser, il était hors de question de laisser des étrangers entrer dans la compagnie. On a donc été obligé de se marier entre cousins pour éviter de tout perdre, pour éviter de donner une partie, de devoir faire que la société soit diluée à l'extérieur. Voilà pourquoi, à cette époque, le meilleur parti pour un Rothschild, c'était une Rothschild. Hein, mais Dieu merci, la génération suivante a refusé d'appliquer ces mariages de raison et a apporté un peu de sang neuf à tout ça. Elie, on ne le sait pas toujours, mais l'un de vos descendants a contribué à l'établissement de l'État d'Israël à partir du 19e siècle. C'est Edmond Rothschild. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire? Alors, Edmond Rothschild est un héritier, il a tout ce qu'il faut, il a son yacht, et il a certainement plein d'affaires, mais qui ne l'excite pas plus que ça. Et un jour, 2 Juifs viennent le voir et lui expliquent la situation des Juifs russes, qui à l'époque sont martyrisés par le tsar. Ils sont dans des ghettos, régulièrement il y a des pogroms, c'est-à-dire des massacres. Le tsar, à cette époque, n'aime pas les Juifs, du tout. Et Edmond est sensibilisé par cette cause et il décide de se battre pour quelque chose. Enfin. Et là, il prend une équipe de géomètres, d'agronomes, d'architectes, et il décide de faire un voyage en Palestine, avec pour seul et unique but de trouver un refuge pour tous ces juifs russes martyrisés par le tsar. Et alors, il va dans les territoires,
Et alors, il va simplement proposer de racheter à tous ceux qu'ils veulent leur propriété. Mmh. Et à ce moment-là, ce qui est la Palestine aujourd'hui, ce qui est devenu l'État d'Israël, ce sont des pierres, ce sont des familles qui habitent là depuis des générations. Et grâce à ces terres, qui deviendront l'État d'Israël 50 ans après, grâce à ces terres, on va pouvoir faire les premiers navires remplis de juifs russes qui vont partir dans le dos du tsar, en cachette, et qui vont s'installer en Palestine. Ça a été les prémices de l'État d'Israël qui est né en 48 bien sûr, mais tout a commencé en 1882 avec cette fameuse expédition organisée par Edmond Rothschild. Votre livre s'appelle Le secret des Rothschild. Ce secret existe-t-il vraiment? Le secret, c'est tout un tas de secrets, puisqu'on n'a jamais communiqué dans la famille. Par définition, les affaires, c'est secret. Celles qui concernent les gros sous, celles qui concernent les États, celles qui concernent la banque. Personne n'aimerait qu'on divulgue les secrets, donc on a été élevé dans le secret. Mais quand on fait la somme de toutes ces choses non dites que je raconte, en filigrane, il apparaît encore quelque chose de caché, de surprenant. Et je pense que chaque lecteur du livre va le comprendre, bien qu'à la fin je fasse une conclusion qui explique un petit peu comment tout cela aurait été possible et est encore possible pour quelqu'un qui respecterait les mêmes préceptes. Parce que faut savoir que depuis le Moyen-Âge, rien n'a changé, l'homme est toujours le même. Donc ce qui était valable il y a 250 ans est toujours valable aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a le Wi-Fi en plus, c'est tout. Alors dans le livre, Élie, vous parlez des différents personnages qui ont façonné la légende des Rothschild. Lesquels sont vos préférés? Louis de Rothschild, qui a été banquier pour la Maison d'Autriche juste avant la guerre et qui a été emprisonné par Adolf Hitler. Il est resté 1 an en prison et il n'a été libéré que contre la somme de 21 millions de francs or de l'époque, ce qui correspondrait à un peu plus d'1 milliard d'aujourd'hui. Je crois savoir que ça doit être la rançon la plus forte de toute l'histoire de l'humanité. Il y a ce mot qui résume bien le côté social de la famille, puisqu'on est venu le chercher dans sa cellule au milieu de la nuit en lui disant Monsieur Rothschild, la rançon a été payée, vous pouvez donc sortir. Et alors il a regardé sa montre et il a répondu non, à cette heure-là, mon chauffeur dort, on va attendre demain matin. Et ça résume bien tout ce côté social. On a toujours été très gentil avec tout le monde, pas par calcul, mais tout simplement parce qu'on est résolument humain dans la famille, quoi qu'on en pense. Vous venez de parler de Louis de Rothschild. Il y a d'autres personnages qui sont assez fameux dans votre livre, par exemple Henri de Rothschild ou Maurice de Rothschild. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots quand même? Henri est vraiment mon préféré. J'ai une admiration et j'aurais aimé le connaître. Henri, d'abord, a été maltraité par sa maman, qui était complètement folle. Il s'est marié simplement pour échapper à sa mère. Ça n'a pas été simple. Et puis, on l'a obligé à faire de grosses études et il était très bon, donc il est devenu médecin, écrivain, très riche évidemment, mais ça ne l'a pas empêché de s'intéresser aux plus pauvres, puisque bien avant l'invention de la sécurité sociale, il a créé sa propre clinique. Il y soignait les pauvres. Et puis, lors de la guerre de 1914, avec tous ces brûlés par les gaz de combat, il a essayé de comprendre comment on pouvait soulager ces brûlés. Il n'y avait pas de remède à l'époque. Et il a fini par trouver l'ambrine. L'ambrine qu'il n'a pas inventé, mais qu'il a payé, qu'il a financé, parce que l'armée n'avait pas d'argent évidemment. Et du jour au lendemain, les blessés n'avaient plus mal, alors qu'avant, il n'avait aucun remède et il mourait dans d'horribles douleurs. Tout ça, il l'a fait alors qu'il était riche et il n'était pas obligé de le faire. Mais c'était un passionné, comme beaucoup de gens dans la famille. Et il aimait faire plus pour son prochain. On a tous été élevés dans cet état d'esprit. Et puis, comme ça ne suffisait pas d'avoir inventé l'ambrine, et alors qu'il était malade, il est allé sur les champs de bataille pour poser lui-même les cataplasmes sur les blessés. Il a pris tous les risques alors qu'on continuait à se battre. Là encore, il n'était pas obligé. Et son épouse qui, avant cela, parcourait les champs de course et les défilés de mode, son épouse l'a suivi sur les champs de bataille également. Et elle a également emmené avec elle Madame Van Cleef, le célèbre bijoutier. Là encore, 2 femmes qui n'avaient rien à voir et qui se sont fait passer pour des infirmières pour
participé, elle aussi, À l'effort de guerre. à l'effort de guerre. J'ai adoré Henri de Rothschild. J'ai une grande admiration pour ce genre de personnage. Et puis enfin, il y avait Maurice de la Maison Française. Il a d'ailleurs bâti la Maison Suisse, entre autres. Alors Maurice, c'est un extravagant, un fou furieux, on dirait, un jouisseur, qui n'avait pas peur des journaux à scandale de l'époque. Il se baladait tout nu sur les plages. Il se faisait plaisir. Le qu'en dira-t-on, c'était pas son affaire. Un original, mais qui faisait honte à tout le reste de la famille. Le reste, c'était la banque, les banquiers, qui, eux, respectaient une certaine éthique. Hein. Il fallait être sérieux et paraître sérieux. Et il était vraiment celui qui dénotait dans la famille, au point que très vite, on s'en est séparés et il est allé créer la maison suisse. Mais avant cela, il aurait été député avec un slogan qui, encore une fois, faisait peur à tout le monde, puisque son slogan, quand il s'est présenté à la députation, ça a été mon nom, c'est mon slogan. Et rien que ça a fait peur à tout le monde quand on sait la réputation qu'il avait déjà. Mais ça l'a pas empêché de se faire élire. On y a cru. Mais il s'est fait virer derrière puisque les électeurs ne l'ont pas réélu. Alors il n'était pas content du tout. Et puis il a été réélu une autre fois, cette fois dans le camp adverse. C'est pour vous dire à quel point il pouvait passer de la gauche à la droite, il s'en fichait. Il avait envie de se faire plaisir et pour lui, devenir député, ça avait un sens. Et puis on l'a même attaqué en justice parce qu'il offrait des enveloppes avec 20 francs à l'intérieur à tout le monde. On a considéré que c'était de la corruption. Et lui, il s'est défendu devant toute la France à l'époque en expliquant que de toute façon, il avait toujours distribué son argent depuis qu'il était né et que le fait qu'il soit député ne changeait rien au problème. Sauf que ce qu'on a le droit de faire en tant qu'héritier, on n'a plus le droit de faire en tant que député. Hein. Ce qui est paradoxal, hein, puisque quand on choisit la fonction publique, c'est justement pour aider. Mais faut croire que là encore, il n'avait rien compris. On va en parler, Élie, de la politique un peu plus tard dans le podcast, mais avant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast consacré à l'influence et à l'héritage des Rothschild. Les Rothschild, ce n'est pas que la banque, c'est aussi la philanthropie. Votre famille a financé de nombreux hôpitaux, musées, œuvres sociales. Selon vous, quel est le plus fort héritage de votre famille? Il y a tellement de choses, c'est pas simple. Et encore une fois, on l'a pas fait par calcul. On l'a fait parce qu'on avait suffisamment d'argent pour donner un coup de main à tout le monde. Le plus important, c'est que, par exemple, je me souviens d'une époque où on donnait un coup de main aux artistes, où on sponsorisait les artistes. Pas avec des œuvres qui nous plaisaient toujours, mais on les aidait. On a commencé par sponsoriser Balzac, et ensuite les autres, les peintres, les sculpteurs, tout artiste qui donnait envie de le sponsoriser. Et on s'est retrouvé avec un nombre de toiles impressionnant. Et pas forcément des toiles qu'on appréciait, hein. C'était pas le problème. Et au même moment, les mairies, les municipalités, l'État avaient besoin de faire des musées. Ils avaient besoin de... Et donc, ce qu'on sponsorisait et ce qu'on aidait et ce qu'on achetait aux uns, on le donnait aux autres. C'est pour ça que si vous regardez dans votre mairie, il y a de fortes chances qu'il y ait encore aujourd'hui des œuvres qui proviennent des collections Rothschild, qui proviennent de dons de la famille. Pourquoi ne pas faire plaisir aux uns tout en donnant un coup de main aux autres? On a fait ça également pour le logement social. On a construit énormément pour aider. Les hôpitaux, bien sûr, mais pas que. On a même sponsorisé des églises, et pourtant on n'est pas tout à fait chrétien, hein. Mais pourquoi pas? Nous, on est là pour donner un coup de main quand on peut. Élie, parlons du vin. Le vin, c'est un peu le second empire des Rothschild, en particulier avec Château Lafite et Château Mouton. Pourquoi et comment votre famille s'est-elle lancée dans ce secteur? Alors là encore, un concours de circonstances, c'est vous dire à quel point on est open mind. Tout vient de James. Alors James a été le personnage important français de la famille au 19e siècle. Nous sommes en 1830, 30-33, en pleine guerre civile. Il organise une fête dans son hôtel particulier de la rue Laffitte. Rien à voir hein, entre la rue Laffitte et Château Laffitte. Hein. Là encore, c'est le hasard. D'ailleurs, ça ne s'écrit pas du tout de la même manière. Mais il organise donc une fête. Mais le problème, c'est qu'on entend, on est en pleine guerre civile et dans le centre de Paris à l'époque, il y a encore des bagarres entre les insurgés et les militaires, la police.
Et à l'époque, c'est la police à cheval, ils ont des sabres et certainement des fusils ou des revolvers. Et on les entend encore se battre, cependant que James organise sa fête avec tout le Gotha. Et ça met une très mauvaise ambiance, parce qu'imaginez-vous bien que quand vous êtes en train de faire la fête, vous entendez les gens se faire trucider juste à côté. Et James comprend qu'il a fait une bêtise en organisant cette fête, il a la tête dans les mains et il se dit mais pourquoi et il n'est pas content du tout. Et là, pour le remettre, on lui sert un verre de vin. Il le goûte et là, c'est une révélation. Il dit mais qu'est-ce que vous m'avez servi? Et c'est un invité qui lui a apporté une bouteille comme ça. C'était Château Lafite. Et là, il n'a jamais goûté quelque chose de meilleur. Et dès le lendemain, il se fait porter au siège de Château Lafite dans le Bordelais. Et là, il va proposer au patron de Château Lafite de lui racheter son vignoble. Et là, il tombe sur quelqu'un de pur et dur qui aime son métier et qui surtout n'a pas besoin d'argent et qui va lui dire non monsieur, je ne suis pas à vendre. Et il va essayer de le convaincre, il va faire monter les enchères au maximum, mais rien à faire. Château Lafite n'est pas à vendre. Alors, il va se séparer du propriétaire de Château Lafite en lui demandant simplement si quand même il peut commander son vin. Et l'autre, bien entendu, va lui dire mais aucun problème, je vous vendrai du vin tant que vous voudrez m'en acheter. Et toute sa vie, il va attendre que Château Lafite soit à vendre et il va se faire livrer des tonneaux et des bouteilles de Château Lafite. Nous sommes maintenant en 1868, il me semble, de mémoire. Il est sur son lit de mort, il ne sait pas encore, mais à force d'avoir bien mangé toute sa vie, sans faire d'efforts particuliers, il a la goutte, hein, la maladie du gastronome, et il n'en a plus pour longtemps, bien sûr. Et à ce moment-là, on vient le voir et on lui dit « Monsieur de Rothschild, Château Lafite est à vendre. » Et là, évidemment, avec le peu de force qu'il lui reste, il s'excite et il dit « Mais rachetez-le, évidemment qu'il faut le racheter !» Et quelques heures plus tard, on vient le voir et on lui dit « C'est fait, vous êtes propriétaire de Château Lafite. » Alors, imaginez la joie de James à ce moment-là, qui a attendu ce moment pendant 30 ans. Mais malheureusement, il ne sera jamais en assez bonne forme pour qu'on le porte à Château Lafite. Et il mourra quelques jours plus tard, pardon, avec le sentiment d'avoir accompli ce qu'il rêvait de faire, mais jamais il ne se fera porter au siège de Château Lafite qui lui appartient. Et ensuite, Château Lafite, qui est devenu Château Lafite Rothschild, a été transmis notamment à Henri de Rothschild, qui lui-même l'a transmis à Philippe, etc., etc. Et c'est comme ça que peu à peu on est arrivé dans le vin. Alors James avait un neveu, hein, on va remonter un peu, Nathaniel de la maison anglaise. Et Nathaniel, lui, dans le dos de son oncle, s'est offert au même moment, s'est offert Mouton Rothschild. Au départ, Château-Bras de Mouton, qui est devenu Mouton Rothschild. Et il a réussi à s'offrir Mouton Rothschild bien avant que James soit propriétaire de Château Lafite. Hein, donc son oncle était un peu amer, mais c'est le but. Et voilà comment simplement d'un hasard, une fois de plus, on a eu envie de continuer et où on est devenu pas les plus mauvais dans le domaine du vin. Alors justement, vous produisez aujourd'hui, Élie, votre propre vin. Est-ce un hommage à cette histoire familiale ou une passion personnelle? Les deux. Les deux. J'étais pas du tout né pour ça. Moi, je suis dans le spectacle, vous l'avez dit tout à l'heure. Le show business, c'était ce qui m'intéressait. Le monde du vin m'intéressait pas plus que ça. Mais tout est né d'une rencontre. Là encore, j'ai rencontré un œnologue, Arnaud Weinstein, qui m'a fait aimer le vin et qui m'a raconté tellement de belles histoires qu'il m'a donné envie qu'on monte quelque chose ensemble. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de créer moi-même mon propre vin, ma propre marque, Sir Montagu. Et je suis très fier de ce qu'on fait. Ce sont pas des vins très chers, à l'antithèse de ce que font mes cousins, mais ils sont bons. Comme quoi, on peut faire d'excellents produits, pas trop chers, et c'est ce que je voulais faire. On est populaire, comme moi. Je crois que je suis un peu populaire aussi, j'imagine. Et donc, je suis très fier de ce qu'on fait dans le vin actuellement. Bien qu'on soit des nouveau-nés, hein, on apprend tous les jours. Mais jusqu'à présent, ça nous a pas empêché d'avoir 3 médailles au concours américain. Je suis pas mécontent du résultat. Élie, je confirme, puisque nous avons eu avec Trénignou l'occasion de déguster votre propre vin et nous en étions ravis. Sur ces mots, j'ouvre la 3e partie de ce podcast consacré au Rothschild et à la politique, les liens entre
les Rothschild et le monde du pouvoir. Vrai sujet ou pur fantasme, de Georges Pompidou à Emmanuel Macron, beaucoup de dirigeants français sont passés par la banque Rothschild. Pourquoi, à votre avis? Alors, il n'y a pas tant de présidents que ça dans la famille. Mmh. Oh, d'accord. On a eu Georges Pompidou sur les 60 dernières années, hein, et puis Emmanuel Macron. Le premier était gérant de banque, le second, pas du tout, hein, plutôt apporteur d'affaires. Les journalistes en ont fait un banquier un peu trop facilement, hein. Mmh. Il n'a jamais été banquier de sa vie. Et puis, la diplomatie fait que tous les deux ont eu des propositions qui leur ont été faites par des hommes politiques et ils y ont souscrit. Et ils sont devenus des hommes publics. Je ne crois pas qu'il y ait de préméditation de notre part. Les complotistes trouveront toujours une raison à tout ça, mais là encore, concours de circonstances, Mmh. rencontres, Mmh. et puis le destin qu'on leur connaît aujourd'hui, avec plus ou moins de succès. Alors, il y a un ancien président qui n'est pas passé, lui, par la banque Rothschild, c'est François Mitterrand. Et c'est lui, en 1981, qui, à son arrivée au pouvoir avec la gauche socialiste, a décidé de nationaliser la banque Rothschild. Comment votre famille l'a-t-elle vécu à l'époque? Comme une vraie trahison ou juste un coup dur des affaires? Alors, d'abord, une nationalisation, c'est une expropriation. Pour vous la faire courte, du jour au lendemain, on vous met dehors de chez vous. On vous donne un petit chèque, évidemment, mais pas terrible parce que l'État n'est pas très riche, soi-disant, et bye bye. Donc, évidemment que si on vous met dehors de chez vous, vous le prenez très mal. Mon père est parti pour l'Angleterre avant de revenir. Évidemment que ça a été un grand malheur, mais c'est pas la première fois. Déjà, en 1945, on avait créé la compagnie du chemin de fer. Et déjà à l'époque, elle avait été nationalisée et on nous avait exproprié au profit de ce qui allait devenir la SNCF. Donc, j'allais dire qu'on est habitué, on s'habitue jamais à ça. Mais ça fait partie du jeu et depuis, on s'est récupéré. Et finalement, c'était pas une si mauvaise affaire que ça, Ellie. Non, c'était pas une mauvaise affaire parce que la banque était endettée. Et quand on fait les comptes à la fin, à la fin de l'opération, on s'aperçoit que l'État qui est devenu propriétaire de la banque a perdu beaucoup d'argent et que nous, on s'est débarrassé de tellement de dettes que finalement, à bien y réfléchir, même s'il y a le côté symbolique qui est jamais agréable, on s'en sort pas si mal. La même chose pour la SNCF. Quand l'État a pris le contrôle de la compagnie du chemin de fer, il fallait qu'on refasse les rails, qu'on refasse les locomotives, qu'on refasse les gares, il fallait entretenir le terrorisme car il y en avait à l'époque. Bref, quand on fait les comptes de tout ce qu'ils ont récupéré et de tout ce qu'on nous a débarrassé, c'est pas une si mauvaise affaire. On associe souvent le nom Rothschild à une influence discrète, mais puissante, mythe ou réalité. La seule influence qu'on a, c'est celle du conseil, oui, de temps en temps. À partir du moment où vous avez un carnet d'adresses, évidemment qu'on se parle et on se donne des conseils. Mais les politiques font ce qu'ils veulent. Vous avez parlé de Maurice de Rothschild tout à l'heure. Est-ce que vous, Elie, vous avez déjà été tenté par la politique? Pas du tout. J'adore la politique, ça m'intéresse. De là à être politicien jamais de la vie, je suis trop sensitif pour ça. J'ouvre la quatrième partie du podcast consacrée à la fascination autour des Rothschild. Soyons honnêtes, et l'idée qu'on parle de Rothschild, ça déclenche souvent des passions instantanées. Pourquoi votre nom fait-il autant parler? Parce qu'on a vécu dans le secret. Quand on dit rien, pendant longtemps, et qu'il y a du succès, et qu'il se passe quelque chose, évidemment que ce qui manque, la nature va le créer. Les journalistes, les chroniqueurs, pour vendre du papier, ont commencé à raconter des histoires. Dès le 19e siècle sur les Juifs, et même avant, j'imagine. Et puis après, avec Rothschild, qui est devenu de plus en plus puissant, de plus en plus riche, il a bien fallu parler, faire vendre du papier, comme on dit. Et on a inventé des histoires de plus en plus folles. Sont nés les complots, les rumeurs, jusqu'à aujourd'hui, où on continue à se demander si je n'aurais pas un côté un peu reptilien, parce qu'un jour un journaliste a expliqué qu'on venait d'une autre planète, sous forme de reptile peut-être, et qu'on était là pour sucer le sang de la race humaine. Ah, on en a entendu, hein. Alors justement, c'est quoi la rumeur la plus absurde que vous ayez entendue sur les Rothschild? Est-ce que c'est celle-ci? Celle-ci, on est des extraterrestres, et on est venu sur la Terre pour annihiler le genre humain. À l'inverse, quelle théorie vous agace le plus quand on parle de votre famille? Qu'on ait réussi sur le dos des plus pauvres. C'est faux. On a réussi parce qu'on s'est associé aux plus riches, qui eux-mêmes, peut-être,
avait fait fortune sur le dos des pauvres. Mais pas, au contraire, je pense qu'on a rendu riche beaucoup de gens. Comment votre famille, Élie, a-t-elle géré son image, face à toutes ces légendes? En ne faisant rien. On n'a pas parlé avant, je crois que on continuera à ne pas parler. Le secret fait partie de l'ADN de la famille. Et même moi, j'en arrête une partie. On peut pas tout dire. C'est comme ça, on est des hommes d'affaires, on est des banquiers. Et puis, sans parler de ça, dans toutes les familles, il y a des secrets. Pourquoi n'y en aurait-il pas chez nous? Évidemment. J'ouvre la 5e et dernière partie du podcast, être un Rothschild aujourd'hui, et ça va être l'occasion de parler un peu plus de vous, Élie. Porter le nom Rothschild en 2025, est-ce un passeport doré qui ouvre beaucoup de portes ou une pression permanente qui peut enfermer? En gros, votre nom, est-ce une chance ou un fardeau? Une chance, évidemment, mais qui peut être un fardeau dans bien des entreprises. On passe de l'un à l'autre. D'abord, je ne me présente pas toujours, Mmh. donc les gens ne savent pas qui je suis, et heureusement d'ailleurs, sinon ça serait impossible. Mais je ne vais pas me plaindre quand je vois tout ce qui se passe dans la rue, mon Dieu. Et comment vous décidez de vous présenter comme un Rothschild ou pas comme un Rothschild? Quand il y a l'inauguration des chrysanthèmes, quand les gens m'attendent pour cela, quand ils veulent que je leur raconte des histoires, un peu comme vous aujourd'hui. Mais sinon, tous les jours, quand je me promène, les gens savent pas, et heureusement d'ailleurs. Élie, parlons de votre enfance. Il paraît que vous aussi, vous seriez né dans le secret. Pouvez-vous nous en dire plus? Non, pas dans le secret, dans la discrétion. Oui, c'est vrai. Il valait mieux à l'école qu'on parle de moi comme étant le fils de ma mère, plutôt qu'avec cette légende qui n'aurait rien apporté à mes études. Et on a conservé cette discrétion pendant toute une partie de ma vie, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Je l'ai rappelé au début du podcast, vous avez fait beaucoup de choses, Élie, dans votre vie, mais vous n'avez pas travaillé dans la banque. Pourquoi ne pas avoir voulu suivre la tradition familiale? Non, je suis pas né pour les chiffres, moi. Moi, je suis un rêveur, je suis un créateur, j'invente des concepts, ça m'amuse. Mais j'ai été stagiaire dans 2 banques, Ouais. qui d'ailleurs n'existent plus. Je me demande si ce serait pas un tout petit peu à cause de moi. Et j'étais pas le meilleur des stagiaires. Donc, à quoi ça sert de continuer dans quelque chose qui ne me rendrait pas heureux? Donc c'est pour ça que j'ai bifurqué dans le show business, et où j'étais beaucoup plus à l'aise sur les planches, à produire des spectacles, à être DJ même à une époque, à faire l'acteur, à faire le chanteur. Ça m'amusait. Ça n'est plus le cas, je vous rassure, hein, c'est fini ce temps-là. Mais je me suis amusé. Aujourd'hui, c'est plutôt le vin. Alors, je ne sais pas si vous avez divergé aussi dans vos avis politiques, mais au détour d'une discussion, vous nous avez avoué être plutôt marxiste, et c'est assez surprenant pour un Rothschild. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas marxiste. Je dis ça pour embêter tous ceux qui pensent qu'on a tous les mêmes chances quand on naît. Pas du tout. Quand on est bien né, on n'a pas les mêmes chances que quand on est dans une famille très pauvre, au niveau des études, au niveau de l'éducation, à tous les niveaux. Donc ça, mon côté marxiste voudrait dire que c'est sûr que j'aspire à un peu plus de justice sociale. On n'est pas tous les mêmes. C'est un côté marxiste. De là à dire que je serais marxiste, non. Mais c'est vrai que un peu plus d'équité, ça serait pas plus mal. Quand j'entends des hommes d'affaires se liguer contre l'impôt, alors qu'eux sont des chanceux, même s'ils sont partis de très bas, là n'est pas le problème. Quand on a la chance d'être riche, on paye ses impôts. Et on remercie le ciel de ne pas être dans la position de ceux qui n'ont pas besoin d'en payer. On parle de politique dans l'air pas de famille chez les Rothschild. Pourquoi pas? Mais souvent, on est tous d'accord les uns avec les autres. Hein, y a certainement des divergences. Mais a priori, on a tous été élevés avec le même ADN. Élie, vous travaillez aujourd'hui, vous entreprenez, vous produisez votre propre vin, mais franchement, avec un tel héritage, vous auriez pu choisir de ne rien faire et de vivre avec votre patrimoine. D'abord, mon nom est bien plus grand que moi. Hein, donc, ok, je ne manque de rien, mais il faut que je travaille. Je ne suis pas rentier et je n'ai même pas les moyens de l'être. Bon, alors, dernière question avant de passer au quiz du Career Insight. Je vais être un peu cash, Élie, puisqu'on parle de patrimoine et d'argent. Vous pesez combien aujourd'hui? Beaucoup moins que ce que vous pensez. D'ailleurs, à mon avis, je suis même dans le rouge à la banque. Hein, mais tout va bien, je vous remercie. Hein. Élie, on va passer à la partie finale du Career Insight. On a un traditionnel quiz. Et le quiz, les règles sont les suivantes. Je pose des questions courtes et vous répondez de manière courte aussi. Être un Rothschild pour faire des affaires, avantage ou inconvénient? Avantage, au départ, ça entrouvre des portes. Si vous m'aviez posé cette question il y a 100 ans,
Je vous aurais dit, ça ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, bien moins. Hein, mais ça donne un coup de main, les gens ont confiance. Ça, c'est la première chose. Et le revers de la médaille, c'est qu'on attire les escrocs, les faussaires, on attire les gens pas bien, on attire les voleurs. Et là, faut se méfier quand même. Et pour draguer les filles, avantage ou inconvénient? Non, elles ne savent pas qui je suis. Et pour se faire des amis sincères, des relations sincères sur le long terme, avantage ou inconvénient? Ni l'un ni l'autre. Les gens savent pas forcément qui je suis et me déçoivent de la même manière. Si vous deviez résumer en un mot l'histoire de votre famille, vous choisiriez lequel? Chance. La décision la plus audacieuse dans votre vie? Donner des conférences. Parce Le- que je ne sais absolument pas de quoi je parle. Mais les gens sont contents, ils trouvent ça fun. Le produit ou l'entreprise que vous avez aimé financer? Mes vins. Votre plus grande folie? Sponsoriser une machine électrique qui, sûrement, jamais ne verra le jour. Votre plus grand regret? J'en ai pas. Le personnage historique avec lequel vous auriez aimé débattre? Historique, je ne sais pas, mais j'aurais aimé connaître Gainsbourg. Le conseil que vous aimeriez transmettre aux jeunes générations? De plus s'intéresser à la politique. Les jeunes aujourd'hui, et ça c'est une génération en arrière, délaissent la politique et c'est pour ça qu'on vote mal. Ils n'ont pas compris que s'intéresser à la politique, c'est avant tout s'intéresser à son avenir. Le conseil que vous donneriez à un candidat qui nous regarde et qui souhaite intégrer la banque Rothschild? D'abord, soigner sa lettre de motivation. Très souvent, j'ai lu des lettres de motivation où les candidats demandaient à l'entreprise de faire des tas de choses pour eux. C'est pas ça que j'ai envie de lire, moi, quand quelqu'un me propose de travailler pour moi. Moi, j'ai envie de lire qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Qu'est-ce que je gagnerais à l'employer? Or ça, je le lis pas souvent. Je me moque bien de savoir ce dont il a besoin. Je le connais pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il me propose? Quelle est sa plus-value? Et ça, bizarrement, on le lit pas souvent. Et moi, quand il m'est arrivé de faire une lettre de motivation, car ça m'est arrivé, la première chose que je disais, j'expliquais à mon futur employeur combien je pouvais lui faire gagner. En espérant au moins que ça allait le chauffer. Même si ça fonctionne pas, au moins ça a le mérite d'être clair. Si tu m'engages, je vais te faire gagner de l'argent. Et ça, cette histoire, je l'ai pratiquement jamais lue. Nulle part. Or, c'est le plus important. Un mec que je connais pas qui me raconte sa vie, je m'en fiche. Je me mets à la place du recruteur qui tous les jours va devoir dépouiller 20 lettres de motivation. Qu'est-ce qui s'en moque de savoir d'où tu viens, ce qu'il te faut? En revanche, si tu arrives à le chauffer en lui expliquant ce que tu peux lui faire gagner, ça sera différent parce que j'en ai jamais lu. Merci beaucoup, Elie. C'est moi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Choses au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingView si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.